Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'investiture du président de la transition Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Le président du MPSR a prêté serment ce vendredi devant les forces vives de la nation réunies au siège du Conseil constitutionnel. Cérémonie qui intervient 3 semaines après le coup d'État. Le Tchad endeuillé après la mobilisation de ce 20 octobre. Les autorités ont fait état d'une 50aine de morts. Les tensions étaient telles qu'un couvre-feu a été décrété. Et puis le décès d'au moins 7 personnes en République démocratique du Congo lors d'une attaque perpétrée dans l'Est. Le directeur de la cellule de communication du président de la République, Eric Nindou, sera avec nous pour en parler. Mais tout d'abord, le bilan des manifestations en Guinée. Au moins 3 personnes sont décédées lors de cette mobilisation selon le Front National pour la défense de la Constitution. À ces chiffres s'ajoute également, je cite, une vingtaine de personnes blessées, dont certaines par des tirs à balles réelles et de nombreuses arrestations. Les protestataires se sont mobilisés ce jeudi pour exprimer leur colère relative à la gestion de la transition. Notons que le procureur général de Conakry, Yamoussa Conté, a ordonné des poursuites contre les organisateurs et tous les participants à la manifestation interdite. 3 semaines après le coup d'État au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi ce 21 octobre président de la transition. L'investiture s'est déroulée au siège du Conseil constitutionnel. Lors de sa prestation de serment, le nouvel homme fort du pays a notamment mis l'accent sur la crise sécuritaire et humanitaire ainsi que sur la reconquête du territoire. Les détails avec Graziella Tchakounté. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois. Il est officiellement aux commandes. Le capitaine Ibrahim Traoré a été investi comme président de la transition au Burkina Faso ce vendredi 21 octobre. Une prestation de serment dans la sobriété. Sur demande du nouveau chef de l'État, seule une 60aine d'invités étaient conviés, parmi eux des présidents d'institutions, des militaires et paramilitaires, des membres de partis politiques et des représentants de la société civile, mais aucun officiel étranger. L'existence même de la nation est en péril. Nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. C'est donc le deuxième putschiste après le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba que le Conseil constitutionnel, la plus haute juridiction du Burkina Faso, reconnaît comme président. Selon la charte de la transition adoptée à l'issue des assises nationales, le mandat d'Ibrahim Traoré prendra fin en 2024 avec l'investiture d'un président issu de l'élection présidentielle. D'ici là, le nouvel homme fort est appelé à remettre le pays des hommes intègres sur la voie de la stabilité. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent d'œuvrer à sortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. Recentrer la transition sur les urgences sécuritaires, c'est en effet l'enjeu numéro 1 pour le nouveau chef de l'État. Le recrutement exceptionnel de 3000 soldats a d'ores et déjà été annoncé pour renforcer les rangs de l'armée dans la lutte contre les djihadistes qui ensanglantent le pays depuis plusieurs années.
L'actualité, c'est aussi la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'instance s'est réunie ce vendredi 21 octobre pour se pencher sur la situation au Tigré. Cette région située au nord de l'Éthiopie est en proie à une guerre qui perdure depuis près de 2 ans. Depuis la reprise du conflit en août dernier, plusieurs appels à un cessez-le-feu ont été lancés par l'Union africaine et les Nations unies. Mais l'espoir d'un retour à la paix semble se dessiner. Des pourparlers en ce sens doivent se tenir le 24 octobre en Afrique du Sud. Les rebelles du TPLF ont confirmé leur participation. De son côté, le Premier ministre a affirmé ce vendredi, je cite, « La paix va l'emporter ». C'était un jeudi noir au Tchad. Ce 20 octobre, des manifestants se sont rassemblés à l'appel de l'opposition pour protester contre le maintien au pouvoir du président de la transition Mahamat Idriss Déby. Une mobilisation qui a viré au cauchemar. Des heurts ont éclaté entre les protestataires et les forces de l'ordre. Le bilan est lourd. Les autorités évoquent une 50aine de morts. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le bilan des manifestations violentes du jeudi 20 octobre 2022 s'élève à plus de 50 morts et près de 300 blessés graves. Des chiffres communiqués par le Premier ministre de la Transition, Saleh Kebzabo, qui accuse les organisateurs de ces manifestations d'avoir initié une insurrection populaire armée dans le but de fomenter un coup d'État. Il a annoncé des poursuites judiciaires contre les partis politiques et les organisations de la société civile qui ont bravé l'interdiction des autorités pour organiser une révolte armée. Les manifestations avaient été initiées pour protester contre la prolongation de la transition. Certains citoyens s'insurgent contre cela au point de fomenter un coup d'État par une insurrection armée. La seule réponse se trouve dans leur soif incommensurable du pouvoir, un ego surdimensionné et une vantardise démesurée. Pour eux, seuls eux et eux seuls sont qualifiés pour assurer le pouvoir, même au prix d'une rivière de sang de leurs compatriotes. Pour faire face aux éventuelles insurrections violentes, les autorités ont décrété un couvre-feu de 18h à 6h du matin jusqu'au rétablissement de l'ordre dans les villes de N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra. Le chef du gouvernement accuse les manifestants de disposer d'armes à feu et d'en avoir fait usage contre les civils pour les mettre sur le dos des forces de l'ordre. Ou qu'on cherche à s'imposer dans une ville seulement. Ce qui s'est passé dans certains disposaient même d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une 50aine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Le gouvernement a en outre suspendu pour une période de 3 mois 7 partis politiques impliqués dans les manifestations violentes du 20 octobre et a interdit de toute activité sur le territoire national la coalition des organisations de la société civile Wakit Tama. Parmi les victimes de la manifestation du jeudi figure le journaliste Narcisse Orédier qui a succombé à la suite d'une blessure provoquée par une balle. Dans l'actualité également, l'Est de la République démocratique du Congo, de nouveau secoué par une attaque. L'offensive a été perpétrée dans la nuit du 19 au 20 octobre dans le territoire de Beni, situé dans la province du Nord Kivu. Les assaillants ont notamment pris pour cible 2 structures de santé. Bilan, au moins 7 personnes ont été tuées et un infirmier a été kidnappé, selon une source locale. Cette nouvelle attaque est symptomatique de l'insécurité qui gangrène l'Est de la RD Congo depuis plusieurs années. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Eric Nindou, le directeur de la cellule de communication du président Félix Tshisekedi. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Nindou, une réaction par rapport à cette récente attaque qui a été attribuée aux ADF, les forces démocratiques alliées. Vous confirmez l'information ? Une attaque, une de plus, madame. Ça fait 25 ans que la RDC est meurtrie par des attaques à la fois terroristes, mais aussi par les attaques de groupes qui sont aidés et soutenus par certains de nos voisins, le Rwanda, pour ne pas le nommer. Mais en l'occurrence, en le cas d'espèce de ce que vous parlez, de ce qui est arrivé aujourd'hui, les investigations sont en cours, mais le mode opératoire nous fait penser qu'il s'agit des ADF, ce groupe terroriste
qui agit au Soudan du Sud, à la frontière entre l'Ouganda, le Soudan du Sud et la RDC, et qui a rallié justement Daesh. Donc c'est vraiment un groupe islamiste radical et terroriste. Alors l'attaque a été perpétrée, je l'ai dit, dans la province du Nord Kivu, où l'état de siège a été instauré en mai 2021, tout comme la province de l'Ituri. Plus d'un an après son instauration, le bilan est loin d'être réjouissant. En mai dernier, Amnesty International a déclaré dans un rapport que l'état de siège est, je cite, utilisé comme un instrument pour écraser la dissidence. L'ONG rapporte également des arrestations arbitraires de personnes qui ont critiqué ce dispositif. Le gouvernement n'a-t-il pas failli à son devoir qui était de protéger la population et de ramener la paix dans cette partie du pays? Je ne pense pas, madame. Et Amnesty International dit ce qu'ils veulent dire, mais il faut confronter leur enquête, leurs analyses à la réalité du terrain. La réalité du terrain, elle est laquelle? C'est l'ONU qui l'a dit récemment qu'il y avait une diminution de la violence. Ce n'est pas encore suffisant, puisqu'on parle de 7 morts aujourd'hui. Mais les Nations Unies ont constaté une augmentation du nombre de victimes. Une augmentation peut-être, non, pas une augmentation du nombre de groupes armés récemment, mais pas le nombre de victimes. Pourquoi? Parce que l'état de siège, ça permet quoi? Ça permet, c'est une exception bien sûr, c'est une suspension de l'état normal des choses, bien sûr. L'état de siège ne devrait pas être mis en place s'il n'y avait pas un problème aussi grave qui est celui de l'insécurité. Mais aujourd'hui, il y a eu des résultats très nets de l'état de siège. Par exemple, on a pu casser tous les circuits mafieux. Parce qu'il faut savoir que cette violence, elle vient d'où? Elle vient des circuits mafieux qui exploitent dans des mines artisanales, contrôlées par des groupes armés, que ce soit le coltan, que ce soit l'or, que ce soit certains métaux précieux, et qui sont exportés illégalement par les pays voisins pour aller être vendus au Moyen-Orient ou en Asie. Et le fait qu'on a mis l'état de siège, la preuve que ça marche, les recettes de l'État ont augmenté. Les recettes, c'est-à-dire les douanes et tout ça ont augmenté. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'armée qui contrôle la chose a serré la vis pour que tous ces groupes trafiquants ne puissent pas agir. Et le président, de toute façon, est conscient des dommages que pose à la population dans la vie de tous les jours cet état de siège. Et il a décidé récemment, il a rencontré toutes les forces vives, c'est-à-dire les représentants, c'est-à-dire les parlementaires qui sont issus de ces deux provinces, Ituri et Nord Kivu, et aussi le gouvernement et aussi les forces vives. Et il va organiser prochainement une grande table ronde avec toutes ces forces vives qui sont concernées par ça, pour essayer de trouver une porte de sortie. Mais jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est la moins mauvaise. Et l'état de siège, je vous promets, allez sur place, renseignez-vous, parlez avec les populations locales. Mais dans ce cas, locales, pourquoi la société civile demande la levée de ce dispositif? Quelle société civile? La société civile demande la levée de ce dispositif. Le Premier ministre avait demandé des décisions rapides. Oui. Qu'en est-il? Non, le Premier ministre a fait une tournée là-bas, justement. C'est du rapport qu'a remis le Premier ministre au président après avoir fait une tournée là-bas, que le président a initié justement ce dialogue avec les forces vives, avec les représentants politiques de ces provinces, pour essayer de trouver une issue, une adaptation peut-être à l'état de siège. Mais jusqu'à présent, la société civile, quand vous dites, c'est qui? Elle représente qui? Jusqu'à présent, les parlementaires qui sont là-bas et qui vivent au quotidien, et la population, savent qu'il y a des bienfaits de l'état de siège. Bien sûr que vivre en état de siège, ce n'est pas l'état normal. Donc on voudrait revenir à l'état normal. Mais pour l'instant, c'est la moins mauvaise situation. Mais le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est l'insécurité qui règne dans certaines parties de l'Est du Congo. Mais elle est toujours là, cette insécurité. L'état de siège, malgré l'instauration de cet état de siège... L'état de siège, c'est une des solutions. Mais la véritable solution, pour parler, il y a deux problèmes. Au nord, il y a les ADF. Les ADF, il y a une opération conjointe entre les forces armées congolaises et les forces armées ougandaises qui ont cassé les bases arrières des ADF. Donc aujourd'hui, les ADF, ils appliquent des méthodes terroristes. Ça veut dire qu'ils vont dans les villages, ils tuent, ils égorgent, ils brûlent les villages. C'est pour semer la terreur. Mais quand on regarde les choses de près, on sait que les ADF sont en recul et ils ont perdu du terrain. De l'autre côté, au Kivu, là, au Nord Kivu, là, c'est plutôt le problème avec le M23. Un groupe terroriste aussi, qui est soutenu par le Rwanda voisin et qui occupe aujourd'hui la ville de Bunagana. Justement, parlons-en du M23. En juin dernier, le président congolais Félix Tshisekedi affirmé n'avoir aucun doute quant au soutien du Rwanda accordé au M23. Depuis, un processus de désescalade a été entamé entre les deux pays lors d'un sommet à Luanda. La feuille de route adoptée à l'issue de cette rencontre prévoit, je cite, la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu des avancées?
il y a eu des avancées, parce que par exemple, il n'y a pas plus de, je crois, 3 semaines, le président a reçu le général angolais qui va présider ce qu'on appelle le mécanisme conjoint de vérification. Parce que de part et d'autre de la frontière, les Congolais et les Rwandais s'accusent parfois mutuellement de laisser passer des groupes armés ou des rebelles. Eh bien, il y a un mécanisme de vérification qui a été mis en place pour qu'en quelque sorte, un tiers garant puisse être là, et c'est ce général angolais qui va pouvoir mettre en place pour qu'on ait des preuves concrètes de savoir qui passe et qui laisse passer les autres. Mais pour revenir à ce que vous disiez, on a des preuves concrètes du soutien du Rwanda. D'ailleurs, l'ONU a ces preuves. Il y a un rapport de l'ONU qui traîne dans les tiroirs du Conseil de sécurité, et le Congo, la RDC, réclame que ce rapport soit rendu public et que ce rapport soit discuté au sein du Conseil de sécurité. Et c'est pour ça que le président Tshisekedi est en train de déployer toute une diplomatie agissante pour essayer de faire comprendre au monde entier, à nos partenaires, à nos voisins, d'abord à nos voisins africains et puis à l'ensemble du monde, que cette question de l'insécurité, de l'instabilité qui est faite, que subit injustement la RDC, c'est quelque chose qui impacte tout le monde. Parce que vous savez que la RDC, aujourd'hui, détient les métaux précieux, tels que le coltan, le nickel, le manganèse, le lithium, des métaux qui entrent en jeu dans la fabrication des batteries, par exemple, pour cette transition énergétique auquel nous aspirons tous. Pourquoi ? Parce qu'il y a le réchauffement climatique, vous le savez. Dans un mois, il y aura la COP27. Donc, de ce point de vue-là, il faut que le monde, la communauté internationale s'intéresse à la question du Congo et qu'on puisse régler ce problème pacifiquement. Parce que si on n'y arrive pas, si la diplomatie échoue, ce sera la logique de la guerre, la logique de la confrontation, et on ne veut pas, il y a eu trop de morts. Vous savez que quand on voit dans les 10 dernières années, même les 25 dernières années, il y a près de 6 millions de morts au Congo, morts directes ou morts indirectes de cette insécurité et de cette déstabilisation qui est subie injustement par la RDC. Une dernière question, M. Ndou. Sur la tournée internationale du président Félix Tshisekedi, quel en est l'enjeu et dans quel cadre s'inscrit-elle ? Elle s'inscrit justement dans cette diplomatie agissante qui veut aller parler à nos partenaires pour essayer non seulement de leur faire comprendre la réalité de la situation à l'est de la RDC, parce que souvent ils n'ont peut-être pas les bonnes informations, tant que l'ONU, le Conseil de sécurité, n'a pas mis sur la table ce rapport, et puis aussi parler de la transition énergétique, du réchauffement climatique. Parce que le Congo, aujourd'hui, est un pays solution. C'est-à-dire, à la fois pour l'atténuation du réchauffement climatique, nous avons la forêt du bassin du Congo qui absorbe le carbone. Donc ça permet d'atténuer le réchauffement. Et puis de l'autre côté, nous avons ces métaux rares, ces métaux précieux, ces métaux stratégiques dont je viens de parler et qui rentrent dans la fabrication des batteries. Donc le Congo est un pays solution. Le président a pris son bâton de pèlerin, il va voir tout le monde pour que notamment, il était au Ghana récemment, il ira en Tanzanie pour parler à ses voisins et essayer à la fois de discuter de l'architecture sous-régionale de la paix à travers la communauté d'Afrique de l'Est et aussi d'avoir une voix unie et commune de l'Afrique face à la crise climatique, notamment, et d'un mot, on réclame le financement par les pays pollueurs, les pays occidentaux, de leurs engagements, des promesses qu'ils avaient fait lors de l'accord de Paris, pour l'adaptation de l'Afrique et aussi un prix juste de la tonne carbone. Merci beaucoup Éric Ndou d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la cellule de communication du président de la République, Félix Tshisekedi. Merci. Merci madame. Dans le reste de l'actualité, quelle stratégie d'attractivité pour les pays africains ? Tel était le thème du Rebranding Africa Forum. Un rendez-vous était organisé les 20 et 21 octobre à Bruxelles. Plusieurs conférences étaient au programme. Leur enjeu, trouver les voies et moyens de stimuler le rôle de l'État et des agences de promotion des investissements dans les stratégies d'attractivité. Je vous propose d'écouter Thierry Hoth, le président du Rebranding Africa Forum. La crise actuelle découlant du conflit russo-ukrainien a généré une contrainte sur les pays africains, mais également une prise de conscience qu'il faut repenser les pans entiers de nos économies, allant de la production des denrées alimentaires, ressources énergétiques, en passant par les matériaux de construction ou autres produits de haute technologie. Cette prise de conscience offre l'opportunité de transformer à moyen et long terme une menace en opportunité bien canalisée dans un contexte d'entrée en service de la zone de libre-échange continentale
de nature à renforcer la confiance dans le potentiel de l'Afrique. À l'instar de ce qui a pu être réalisé après la crise de 2008 dans certains pays, la réponse à la crise actuelle passe par des changements structurels, pourvoyeurs d'opportunités et catalyseurs d'attractivité. Les États africains ont moins besoin d'un plan Marshall, maintes fois évoqué et jamais appliqué, que de bâtir et d'appliquer méthodiquement des stratégies d'attractivité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.